que je vois aussi d'ailleurs, c'est avec ce numérique, cette arrivée, c'est aussi la dispersion, la difficulté à se concentrer et le côté, pour les avocats que je vois aussi, de repenser leurs priorités. Comme vous l'avez très justement dit, il faut réussir à… On n'a que 24 heures par jour. Oui. Et maintenant, faut réussir à distinguer les tâches qu'on va pouvoir automatiser ou abandonner parce qu'elles ne sont pas le cœur de notre travail pour, comme vous l'avez très justement dit, tout à fait, travailler sur ce qui est notre véritable valeur ajoutée, que les machines ne peuvent pas faire, tant au niveau des compétences juridiques que du savoir-être. Et vous l'avez dit, c'est l'empathie, mais il y a aussi une vraie problématique, selon moi, de confiance entre le client et l'avocat. Il y a une forme de méfiance, tant au niveau, justement, ça reprend ce que vous avez dit, de la transparence des honoraires. On sait qu'il y a des difficultés, que des pratiques, que parfois d'une perception de sachant et apprenant, l'avocat qui n'est plus du tout juste. Donc, il y a tout ça à travailler. Et dans la gestion donc, de ce qui est prioritaire, je vois beaucoup de mes clients qui sont complètement perdus avec les sollicitations, avec le fait de répondre justement. C'est-à-dire que le dernier email est le plus important. Donc, réussir à gérer tout ça et réussir à gérer les technologies. Alors oui, vous disiez le monde numérique, tout à fait, mais il y a aussi des technologies évidentes de nos jours qui sont difficiles à gérer, comme la gestion de ces emails, la gestion de ces tâches à faire. Comment je connecte tout ça ensemble? Par exemple, j'ai mon Gmail, j'ai ma liste de tâches, j'ai mes rendez-vous, j'ai mes imprévus, j'ai mes audiences. Oui. Comment j'arrive à gérer tout ça? Et c'est quoi ce qui est vraiment urgent et important? Et alors vous, par exemple, Camille, qui êtes très occupée sur plusieurs continents, comment vous faites? Moi, d'abord, j'adore ce que je fais. Donc, je pense qu'une partie de votre capacité à gérer ça, c'est d'aimer profondément ça. Et deux, je dois reconnaître que, il faut le reconnaître, notre métier, notamment moi qui fais du contentieux, notre métier, c'est un peu le chaos. C'est qu'on fait appel à nous quand il y a du chaos. Donc, par définition, je me nourris de ce chaos et j'essaie de le pondérer. Donc, je ne vais pas me plaindre d'être appelé à la rescousse à 23 heures par un client parce que je considère que si à 23 heures, il a eu envie de faire appel à moi, qu'il a besoin de faire appel à moi, c'est qu'il me fait fondamentalement confiance et il croit en mes capacités à pouvoir l'aider. Mais je ne suis pas non plus dans une approche, comment dirais-je, esthétique qui consisterait à dire que plus on souffre, plus on est heureux. Merci. Je ne pense pas ça, au contraire. Mais tout ça pour dire que comment je m'organise moi, pour vous donner d'abord, j'essaye de dominer. Je reconnais que je suis un peu esclave de ça. Je regarde mes mails. Voilà, je suis dans un environnement professionnel qui, effectivement, comme vous aviez la gentillesse de le signaler, fait en sorte que j'ai des clients qui sont sur plusieurs créneaux horaires. Donc, je dois être disponible pour eux. Ils payent des honoraires importants pour que nous soyons disponibles, que nous soyons attentifs. Et donc, je suis heureux de l'être parce que c'est aussi la vie que j'ai choisie. J'ai aussi une chance et je dois le reconnaître. Là, c'est moi qui parle. Mais autour de moi, il y a des gens de talent à qui je dois tout, qui sont mes collaborateurs de tout niveau et qui sont capables d'être autonomes, d'être délestés, à condition de les amener le plus tôt possible vers une forme de confiance, d'autonomie, de responsabilisation, de respect. Je sais que je peux compter sur eux quand j'ai des moments de bourre. Je sais que parfois je peux compter sur eux lorsqu'ils sont parfois le week-end parce qu'il y a une urgence et ils se mobilisent. Mais ça, c'est vrai à deux conditions. C'est vrai à condition de ne pas les faire bosser pour rien, c'est-à-dire de ne pas les appeler le samedi parce que j'ai oublié de les appeler le jeudi. Ça, c'est ma responsabilité. Et donc, la deuxième, qui est consubstantielle, c'est que jamais je ne leur demanderai de faire un effort que je ne fais pas moi-même. Si je leur demande de faire des corvées, je dois moi-même être en train de la faire. Mais simplement, j'ai besoin de gens autour de moi pour m'aider à le faire. Donc, ça, c'est une question de management. J'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe qui m'aide effectivement à organiser les urgences en fonction des nouveautés, des incidents, des accidents. Après, il y a un deuxième phénomène qui est un phénomène tout simplement de gestion intime de ceci, qui est lié au stress, qui est lié à l'effervescence. C'est que nous devons, mais ce n'est pas une réponse véritablement juridique ni organisationnelle, c'est plutôt, je ne prétendrai pas que c'est une réponse philosophique non plus, parce que je n'ai rien d'un philosophe. Mais je pense qu'il est important d'avoir des espaces où nous retrouvons l'unité intime.
nous sommes dans des métiers où nous ne pouvons pas toujours euh, résumer notre temps libre en termes de quantité, mais davantage en termes de qualité. Et le conseil que je donne très humblement à mes jeunes consoeurs et confrères lorsqu'ils prêtent serment, lorsqu'ils sont dans les premières années, c'est que cette profession, elle est extraordinaire, mais elle fonctionne un peu comme un gaz rare. Elle occupe tout l'espace qu'on lui laisse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer 24 heures au cabinet. Il y aura toujours quelque chose à faire. Vous pourrez toujours vous satisfaire d'aller le samedi au cabinet, même si vous n'êtes pas complètement certain d'avoir quelque chose à y faire le samedi. On pourra toujours trouver quelque chose à faire un dimanche au cabinet. Donc, je pense qu'il est important dans sa vie d'avocat, à tous les âges, mais surtout dans les premières années, de conserver une sorte d'espace absolu qui soit un espace occupé par quelque chose qui n'est pas notre profession. Ce n'est pas une réponse. Je ne sais pas si ma réponse correspond à ce que vous attendiez, mais c'est la seule chose que je peux dire. C'est-à-dire que si vous avez aimé le jardinage, continuez à jardiner. Si vous aimez lire, essayez de manière presque avec une espèce de discipline diététique, comme un régime alimentaire auquel on s'astreint, comme un médicament. Comprends ? Continuez à lire, à fréquenter votre famille, à fréquenter vos amis, à aller au théâtre, ce que vous voulez, à courir, à marcher, à contempler la forêt si vous avez envie. Mais ces espaces d'unité sont absolument essentiels. Et c'est vrai que lorsque moi j'ai parfois, mais comme d'autres, je ne suis pas meilleur qu'un autre, des périodes très intenses de travail, j'ai la chance de pouvoir compter sur ces espèces de moments-là. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être une soirée, etc. pour me reconstituer. Parce que notre métier nous fragmente. Ce métier, quand on le fait bien, il nous fragmente, puisque par définition, on est le problème de monsieur A à 10 heures du matin, on est le problème de madame B à 11 heures, on est le problème de monsieur C à 14 heures, et à la fin de la journée, on ne sait plus vraiment qui on est. Donc, il faut avoir ces moments pour retrouver l'unité. Donc, pour moi, ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on a une discipline personnelle et des espaces et des passions, des centres d'intérêt. Je ne sais pas si c'est, encore une fois, pardon, si ce n'est pas la bonne réponse. Il n'y a pas de réponse, mais je suis parfaitement d'accord, Camille. Mais ça peut faire un peu, comment dirais-je, ça peut faire un peu naïf, mais je vous dis la naïveté. C'est que moi, je suis j'assume pleinement les ambitions de chacun. Chaque idéal a ses servitudes. Chaque idéal a ses contraintes. Vous voulez de la liberté, elle risque d'être accompagnée d'une plus grande fragilité économique. Vous voulez participer à des grandes organisations très structurées qui vous assurent un confort de travail, un jeu important, des niveaux de rémunération plus importants. Effectivement, il y a des contraintes de temps. Mais ce qui est pour moi commun à l'ensemble de ces deux univers, c'est que vous assumiez les contraintes et les servitudes de chacune et que vous trouviez les moyens tactiques, les outils pour pouvoir régulièrement rétablir un équilibre. La pire des choses dans notre profession, c'est que si pendant 2 ou 3 ans, en nous livrant complètement à elle-même, en nous dépossédant au profit d'elle-même, on s'aperçoit qu'on a arrêté de fréquenter ses amis, qu'on a arrêté de faire du sport, et on ne sait plus qui on est en fait. Et les phénomènes de rupture avec notre profession viennent d'une réalisation peut-être tardive de ce qu'elle nous a pris beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il est là le problème. Mais si on sait dès les premières années, parce qu'on ne nous a pas assez dit, mais si on arrive à expliquer aux gens que dès les premières années, c'est une profession exigeante, qu'il y aura des contraintes, qu'elle impose des sacrifices, mais qu'elle vous permet de faire des choses différentes, de rencontrer des gens extraordinaires, de faire des choses différentes tous les jours, à condition de pouvoir maintenir un lien avec son entourage, ses passions intimes, ses jardins secrets, etc., et de maintenir une forme d'équilibre, je reste persuadé aujourd'hui que c'est la plus belle des professions. C'est la plus belle, selon moi.